Bien, bah, écoutez, bonsoir. C'est pour moi une grande première que cette conférence par visio. Grâce à toute une assistance technique fort compétente, normalement, je devrais y arriver. Et on va parler ce soir donc des trésors de mer, qui est un sujet effectivement extrêmement vaste. Et c'est pourquoi je ne traiterai quand même que quelques types de trésors. Je vous parlerai surtout des galions espagnols, parce que c'est ce que j'ai expérimenté personnellement le plus, de quelques navires quand même de la Compagnie des Indes et d'une épave qui me tient tout à fait à cœur, et je vous dirai pourquoi, le Titanic, et qui en plus bon, m'a toujours beaucoup fait rêver. Et je pense que quand on parle de trésor, le premier mot qui vient, que ce soit d'ailleurs trésor de terre ou trésor de mer, c'est le rêve, parce que les trésors, on pense à l'argent, on pense à l'or, on pense aux pierres précieuses. Les trésors ont quand même à voir beaucoup avec la chance, puisque si on considère que les trésors, notamment les trésors de mer, c'est quelque chose de catastrophique au début, puisque c'est un bateau qui coule, qui passe par le fond, avec généralement des gens qui meurent, et quelques années et quelques siècles, parfois plus tard, par un extraordinaire coup de chance, par une ténacité incroyable, des gens vont exhumer ces trésors, et ça va être souvent la grande affaire de leur vie, la recherche de leur vie. Les galions, ça fait rêver, mais je pense qu'à la fin de cette conférence, vous aurez certainement une idée un peu autre, parce que quand on pense déjà trésor de mer, beaucoup de gens vont penser au trésor de Rackham le Rouge de Tintin, où vous avez l'épave qui vous attend tranquillement, le coffre à moitié ouvert avec dessus des pierres précieuses, des pièces d'or, et évidemment, c'est absolument pas ça. Donc, je vais vous donner déjà peut-être quelques éléments historiques pour vous replacer, notamment les trésors espagnols dans le contexte, pour qu'on puisse quand même comprendre. Et après, vous verrez que trouver une épave, c'est quand même énormément de travail. Et je reviens toujours aussi à mon facteur chance. Dès la conquête de l'Amérique par Christophe Colomb, à ce moment-là s'ouvre ce qu'on va appeler les nouveaux mondes pour la vieille Europe, et tout particulièrement pour l'Espagne. Et durant les 50 ans qui vont suivre, on peut dire que la Floride, le Mexique, le Pérou vont être soumis à l'Espagne, qui va devenir maîtresse d'un empire absolument gigantesque, et que le rêve de l'Eldorado, donc l'homme doré, va parfois se réaliser. Il faut savoir que le début de cette conquête des Nouveaux Mondes était bien entendu une conquête apparemment religieuse, puisqu'il s'agissait d'aller évangéliser des gens qui n'étaient pas du tout dans la religion catholique, et que les expéditions qui partaient normalement d'Espagne pour aller à la conquête de ces nouveaux mondes étaient censées n'emmener que des gens de haute moralité, des religieux et des gens dont les intentions étaient évidemment les meilleures et les plus respectables. Bien entendu, ce n'était pas ça du tout. Alors certes, on a eu des religions, on a eu des religieux, on a eu des gens éminemment respectables, mais on a eu surtout des paquets d'aventuriers qui étaient contents d'aller voir d'autres terres et bien sûr d'autres richesses. Cet énorme flux, disons, de changement de richesses entre l'Europe et les Nouveaux Mondes a demandé de la part de l'Espagne une organisation très précise. Et donc, si vous voulez, on a les richesses, déjà, quelles étaient ces richesses? Les richesses du Nouveau Monde ont été ravies aux Indiens, bien sûr, qui ont indiqué aux premiers conquistadors les emplacements, notamment en Colombie, des mines d'émeraude, les mines qui étaient de Muzo et de Chivor. Chivor, les émeraudes étaient un peu plus bleues, Muzo, elles étaient plutôt un peu jaunes, qui ont indiqué où on trouvait des perles au Venezuela, qui ont trouvé les mines d'argent de Potosí, en Bolivie, les mines d'or de Colombie. Donc, toutes ces richesses étaient finalement à portée de main de ces aventuriers. Et c'est là que le gouvernement espagnol a fondé une institution administrative qui s'appelait la Casa de la Contratación, qui va prendre une importance énorme et qui va régenter ce flux de richesses de retour vers l'Espagne. Pour transporter toutes ces richesses, il a bien sûr fallu organiser des flottes qui partaient normalement tous les ans et qui faisaient en quelque sorte, j'oserais presque dire une navette, entre l'Europe, entre l'Espagne, entre Séville et les Nouveaux Mondes. Donc, on va organiser deux flottes. Il y a d'abord, je ne parle pas espagnol, donc je vais vous le dire en français. Il y a la flotte de terre ferme, qui est un des deux grands convois et qui part généralement au mois d'août, après avoir
pris finalement au Pérou la plupart des richesses, qui faisaient un stop à Carthagène, en Colombie, qui après se dirigeait à La Havane où la rentrée des vivres d'autres personnes. Et La Havane, à l'époque, était quelque chose qui devait ressembler à Las Vegas maintenant, avec la population, le sens du jeu. C'était certainement un endroit absolument incroyable. Et à ce moment-là, en remontant les côtes de Floride, on repartait vers l'Espagne. Il y avait une autre flotte, normalement tous les ans, qui était la flotte de la Nouvelle-Espagne et qui, elle, était plus composée de navires marchands, qui étaient flanqués d'un navire amiral et d'un navire général, qui était censé les protéger. Les flottes, bien sûr, voyageaient parfois ensemble, et ces flottes partaient alors d'Espagne, dans le sens pour Veracruz, et pareil, on se retrouvait à La Havane pour déjà faire l'entretien des navires. Enfin, vous vous doutez bien que ces voyages étaient extraordinairement périlleux. L'Espagne était devenue très dépendante de ses richesses, parce que notamment, plus tard, quand on va arriver à la fin du XVIIe au tout début du XVIIIe siècle, on va avoir des guerres européennes, et ces flottes étaient entre autres censées donner les moyens de faire la guerre au royaume d'Espagne. Sur tous ces galions espagnols, c'est un peu difficile de prouver exactement le chiffre, mais on pense que 10% d'entre eux sont passés par le fond. Ça peut paraître beaucoup. Il y a quand même un paramètre vraiment dont il faut prendre conscience, c'est que si la Casa de la Contratación notait très fidèlement ce qui montait à bord, il y avait quand même une énorme contrebande et beaucoup de ces navires étaient beaucoup trop chargés, effectivement en métaux, en richesses, en marchandises diverses, mais aussi en personnes. Donc dès qu'on avait un problème majeur, généralement, le bateau coulait. On a donc un terrain de chasse absolument extraordinaire pour les chasseurs de trésors depuis, on va dire, depuis le XVIe siècle, en fait, depuis le début du XVIIe, XVIe siècle. Trouver une épave sous-marine, ça va être un travail énorme. Qu'est-ce qui se passe déjà quand un galion passe par le fond? Qu'on soit au XVIIe ou XVIIIe siècle, à la fin du XVIe siècle, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'aussitôt, on va envoyer des pêcheurs, souvent des pêcheurs de perles, souvent des gens qui ont l'habitude de plonger profondément, qui sont les gens qui sont sur place, qui vont arriver avec les moyens de l'époque, c'est-à-dire des petites barques, des petits navires. Ces hommes ont l'habitude de plonger, ils vont plonger tout de suite et ils vont ramener une toute petite partie, généralement, de ce qui a été perdu dans l'eau. Et puis après, les fonds sous-marins recouvrent l'ensemble. Les tempêtes vont tout disperser sur des milliers de kilomètres, en tout cas des centaines de kilomètres. C'est pourquoi je vous parlais au tout début du trésor de Rackham le Rouge. C'est évidemment une vue de l'esprit, parce que les tempêtes, les fonds sous-marins ont tout dispersé sur des distances incroyables. Et généralement, pour des siècles, c'est terminé. Votre épave coule au milieu du XVIIe siècle. Il va falloir attendre vraiment pour récupérer les objets, et une grande partie des objets, au moins la fin du XXe siècle, la fin du siècle dernier. Ce qui n'empêche bien des tentatives et bien des essais. Là, je n'ai pas particulièrement d'illustration des moyens de l'époque, mais imaginez que quand on voulait plonger au milieu du XVIIe siècle, vous plongiez avec des espèces de scaphandres parfois en cuir, sur la tête quelque chose avec des tuyaux qui ressemblaient à une cloche à fromage. Vous vous doutez bien que ce n'étaient pas les moyens techniques absolument merveilleux pour avoir un résultat. Alors, il y a 3 étapes dans une recherche de trésors, que ce soit un galion espagnol ou une autre épave, peu importe. Vous avez d'abord, la première chose, la localisation de l'épave. Et là, c'est extrêmement difficile pour diverses raisons. C'est qu'en fait, on connaît souvent la localisation de l'épave normalement par des récits de survivants. Donc certains d'entre eux vont dire c'était à tel ou tel endroit. Mais les noms de la géographie locale a beaucoup changé depuis le XVIIe siècle. Donc quand vous avez des cartes marines, ce qui était nommé d'une certaine façon au XVIIe siècle va être nommé de façon très différente après. Il faut donc retrouver le véritable nom de l'endroit. Après, vous allez
avec un coup de chance, faire les premières découvertes. Et après, vous arriverez sur ce qu'on appelle le motherlode. Le motherlode, c'est un terme d'ailleurs de mineur. C'est en fait le filon central. Parce que sur une épave absolument gigantesque, on en aura des occasions, enfin, on en aura des exemples tout au long de ces descriptions d'épaves. Vous allez trouver à un moment, merveille, merveille, vous allez trouver 50 monnaies en or, c'est extraordinaire. Mais si on sait qu'il y a 40 tonnes d'argent ou 500 barres d'or, c'est rien. Et donc, les 40 tonnes d'or vous donnent les 40 monnaies en or vont vous donner une petite indication, mais il faut absolument trouver le filon central. Alors, je vais vous parler d'un personnage que j'adore, qui est un véritable personnage de roman, et qui est un peu le précurseur des chasseurs de trésors américains que j'ai eu la chance de rencontrer plus tard. C'est un personnage qui s'appelle William Phips. Je regarde ses dates, c'était 1651-1695, donc c'est vraiment un homme du XVIIe siècle, et c'était un aventurier pur sucre. En fait, son père était armurier, c'est un Américain. Il était à Boston, et très vite, il va commencer à s'intéresser, jeune homme, aux épaves. Il va s'intéresser à une épave qui est importante, qui était près de la côte de la République dominicaine et qui a échoué à ce moment-là au milieu du XVIIe, en 1641, donc ce n'était pas très loin de son époque, et qui s'appelait la Nuestra Señora de la Concepción. Et la Concepción avait une réputation d'être une épave extrêmement riche. Il a eu une chance absolument incroyable, enfin l'époque prêtait à ça. Il a réussi à convaincre le roi d'Angleterre, Charles II, qui était un homme complètement excentrique, qui n'avait jamais un rond et qui aimait tout ce qui était un peu biscornu, de se lancer comme sponsor, il y en a maintenant comme sponsor, dans une chasse au trésor et de le sponsoriser pour trouver l'épave de la Conception. Le roi d'Angleterre dit banco. Et à ce moment-là, ils vont créer avec un autre personnage qui s'appelle le duc d'Albermale, une société de recherche qui s'appelle les Gentilshommes Aventuriers. Et ce type qui était un parfait inconnu, donc, lance son expédition et il a eu une chance incroyable. Le facteur chance, je vous le disais, est toujours si important. Il va rencontrer un survivant de l'épave de la Conception. Donc, avec tous ces renseignements, en 1687, là on est donc le long des côtes de la République dominicaine, il va réussir à remonter. Alors, il y a 26 tonnes d'argent, tout n'a pas été trouvé, mais il va retrouver nombre de lingots d'argent, il retrouve une bonne partie de la Conception. Et là, ce sera la seule référence purement numismatique. À ce moment-là, va être frappée une médaille qui est assez étonnante. On voit effectivement le roi d'Angleterre. Et au revers, donc, on voit les bateaux de recherche. Vous voyez les petits bateaux de recherche qui vont vers l'épave. Et j'adore la légende qui dit en latin « Semper tibi pendet amus ». Et c'est une très jolie formule qui, à mon avis, peut servir pour beaucoup de choses dans la vie. C'est que ton hameçon soit toujours à l'affût. Et donc, notre Phips, alors c'est extraordinaire, bon, un succès incroyable. Et à l'époque, on dit que pour toutes ces découvertes, il a touché 20 000 livres. 20 000 livres en 1687, c'était une sacrée somme. Cet aventurier va devenir gouverneur du Massachusetts. Et malheureusement, il aura une assez mauvaise idée, c'est-à-dire il va vouloir faire des campagnes au Québec. Il va arracher l'Arcadie aux Français, ce qui était une moins bonne idée. Et ça s'est bien fait, il va se ruiner dans ce genre d'expédition guerrière. Et ce personnage hors du commun mourra à Londres, il est retourné à Londres, à 44 ans et mourra en prison pour dette. Et je dois dire, j'ai vraiment un coup de cœur pour Phips, qui est vraiment un personnage de roman. Et là, vous voyez donc ça, qui est vraiment le précurseur des chasseurs de trésors. Il y a une chose qui est importante pour les chasseurs de trésors, il faut absolument qu'ils trouvent. D'ailleurs, je ne me suis jamais intéressée qu'à ceux qui trouvaient, parce que si vous ne trouvez pas, bah, soit vous êtes mythomane, soit vous êtes malchanceux. Donc, il faut vraiment trouver quelque chose. Et là, on va rentrer donc dans les grandes chasses au trésor du siècle dernier. La plus grande époque pour ça a été à partir du milieu des années 80. Et un des grands précurseurs, et presque le grand-père des chasseurs de trésors actuels, est un personnage étonnant qui s'appelle Mel Fisher et qui, lui, s'est intéressé à une épave qui était une chasse au trésor, enfin, qui était une épave très importante, c'est la Nuestra Señora de Atocha, qui était aussi un des galions les plus riches. Alors, vous allez me dire, mais comment donc peut-on savoir si une épave, si ça vaut le coup de se lancer ou pas?
si elle est riche ou pas. En fait, on le sait par des recherches historiques qui sont faites dans les archives de Séville, éventuellement les archives aux États-Unis de Tallahassee, mais plutôt Séville, où vous avez des documents qu'on appelle des manifestes, où il est noté normalement scrupuleusement, c'était pour la Casa de la Contratación, tout ce qui monte à bord. Donc vous savez que, par exemple, à Carthagène, on a monté 50 tonnes d'or, qu'on a monté dans tel port à Veracruz tel nombre d'émeraudes, qu'on a monté aussi à bord d'autres choses comme de l'indigo, des ballots, vous avez des tas de choses. Mais essentiellement les matières précieuses. Donc si dans le manifeste, on vous explique que vraiment, ça vaut le coup, donc à ce moment-là, on se lance. Et Mel Fisher, avec la Tocha, a été extrêmement précurseur, puisqu'il a engagé, pour faire ce genre de recherche, un homme qui était un très très grand historien donc, de l'histoire des Nouveaux Mondes, et notamment de l'histoire de la Floride à ce moment-là, qui s'appelle Eugene Lyons. Et Eugene Lyons, il est mort juste l'an dernier à plus de 90 ans, avait le mérite, Mel Fisher l'avait connu jeune homme, de lire l'espagnol ancien du XVIIe siècle et de savoir voir exactement sur une carte marine ce qu'étaient les endroits exacts. Et Eugene Lyon a fait une partie de sa carrière après en fournissant presque clé en main des dossiers de recherche à des expéditions de trésors. Mel Fisher, c'est un personnage qui est particulièrement amusant, extrêmement américain dans son histoire. Il faut savoir que la Tocha donc, avait coulé en 1622. Après être parti, bien sûr, de Carthagène, donc en Colombie, comme d'habitude, on arrive à La Havane. Tout ça se passe très bien. On se dirige vers les Keys, Key West, pour remonter vers l'Espagne en montant en Floride. Manque de peau. Il y a une tempête épouvantable, la tempête en 1622. Il y avait à peu près 300 personnes à bord et on a eu 5 survivants. Il y avait des tonnes d'or, de cuivre, des tas de choses. Et Mel Fisher, donc, était un personnage qui venait vraiment du centre des États-Unis. Il s'installe en Californie dans un premier temps dans les années 50. Il ouvre une boutique de plongée, il aime plonger, sa femme aussi, sa petite famille aussi. Puis il décide d'aller en Californie, là il a ça. Et à un moment, il décide de partir pour la Floride, pour changer de vie. Il arrive en Floride dans les années 60. Il s'installe tranquillement. Il dit à un type qui voit sur la plage, tiens, vous ne connaissez pas un endroit où il y a des épaves. Le type d'ici, à 500 mètres. Il prend un petit bateau, il trouve tout de suite quelques pièces en or et s'était lancé. Et Mel Fisher, pendant plus de 20 ans, va rechercher la Tocha, qui était dans les Keys et que beaucoup d'autres chasseurs de trésors avaient cherché dans les Bahamas, c'est-à-dire pas au bon endroit. Sa grande formule, ça va être Today is the day, c'est-à-dire aujourd'hui c'est le grand jour. Et je vous montre là des objets qu'il a découverts en 87, donc il a passé plus de 20 ans. C'est un homme qui a eu quand même de grands revers dans ses chasses au trésor. Il a perdu son fils, sa belle-fille qui se sont retrouvées noyées dans un des bateaux de recherche. Il a eu un procès de l'État de Floride qui voulait mettre la main sur la Tocha. Et Dieu merci, il a gagné sa procédure où il a été dit que s'il trouvait quelque chose sur la Tocha, tout était à lui. Et à partir de ce moment, c'est devenu vraiment un héros national pour les chasseurs de trésors. Je vous montre un peu donc le type d'objet qu'on va trouver sur ces galions et notamment sur la Tocha. Là, vous avez effectivement des barres avec des barres d'or, des petits lingots avec des tas de signes qui sont justement les signes de la contratation, les poinçons, qui sont les poinçons des monnayeurs. Là, vous avez un des plus jolis objets de la Tocha, qui sont des objets du milieu du XVIIe siècle. Cette coupe en or est absolument ravissante, c'est splendide. Là, c'est dans les plus beaux. Et il a trouvé également des chaînes en or extraordinaires. Il a trouvé des 47 tonnes d'argent. Bon, c'est 20 ans d'effort, mais ça valait le coup. Il a eu certainement une vie absolument hors du commun. Tout cela s'est conclu, en fait, en juin 88, par une vente à grand spectacle chez Christie's à New York. Et on dit qu'en 88, Mel Fisher aurait touché à peu près 3 millions de dollars. Dans les choses extrêmement rares, en dehors de cette chaîne, qui faisait plus d'1,50 m de long et qui a été vendue 317 000 dollars, il y avait un 2 escudos qui a été frappé à Santa Fe de Bogota en 1622. C'était des pièces qu'on ne connaissait même pas. Et il y en avait 3 dans l'épave. Mel Fisher était un personnage extrêmement drôle
qui a su surtout chasser beaucoup les investisseurs, parce qu'au début, il n'avait pas beaucoup d'argent. Et il a eu un trait de génie commercial. Il s'est mis après, avec Jean Lyon et d'autres historiens, à vendre presque des franchises de recherche de trésors. C'est-à-dire qu'il fournissait le dossier historique, il donnait les indications de lieu, il passait un contrat avec une société de recherche, et à ce moment-là, 32,5% de tout ce qui était trouvé lui revenait à lui. Une chose aussi dont je ne vous ai pas parlé, c'est que ces recherches, contrairement à la France, où si vous trouvez une épave en France quelque chose, tout va à l'État. Donc ça décourage quand même parfois de très bonne volonté. Et là, en fait, les chasseurs de trésors américains passent généralement un contrat avec l'État concerné. Donc ça peut être l'État de Floride, ça peut être les Bahamas, ça peut être l'État concerné. Et souvent, la répartition, c'est 25% pour l'État concerné, 75% pour la société de recherche. C'est sûr que ça booste un peu l'enthousiasme pour faire des recherches. On va passer alors à une autre épave qui est la Nuestra Señora de las Maravillas et qui était réputée être la deuxième épave la plus riche au monde. La première étant le San José, je vous en parlerai un peu après. Alors la Maravilla, c'est une toute autre histoire. C'est un bateau qui est passé par le fond en 1656, là dans les Bahamas, avec 40 tonnes d'or à l'intérieur, une Madone à l'enfant qui serait entièrement en or massif, une table en or massif avec des émeraudes incrustées, et tout cela était destiné au roi Philippe IV d'Espagne. On fait des réparations à La Havane comme d'habitude en janvier 56. Il fait beau, il fait pas beau. Il fait tellement pas beau, on dit on ne part pas, mais finalement on part. Et le galion va heurter un récif et il n'y aura que 45 survivants. Notre ami William Phipps, dont je vous ai parlé il y a peu de temps, s'était déjà précipité, aura récupéré certaines choses, mais l'épave va rester dans le fond des mers pendant 300 ans à peu près. Elle va être redécouverte dans les archives de Séville par un personnage aussi assez amusant qui était en Floride à l'époque, qui s'appelait Robert Marks, un ancien Marines, vraiment un aventurier, et il avait commencé à faire des recherches, mais il n'a pas trouvé d'accord avec le gouvernement des Bahamas, donc il part, il s'en occupe plus. Et il va falloir attendre dans les années 85-86, n'oublions pas que Mel Fisher avait complètement ouvert la voie avec son Atocha, pour qu'un personnage assez emblématique, qui s'appelait le Captain Humphreys, Herbert Humphreys, et qui était un personnage de Memphis. C'était un garçon qui était issu d'une famille extrêmement riche, dont la famille avait fait fortune dans l'huile alimentaire. Et à Memphis, il y avait un boulevard, d'ailleurs, au nom de sa famille. Donc, il a toujours été, même tout jeune, intéressé par ça. Et il s'intéresse à las Maravillas. Il va commencer à avoir des succès dès 85. Il va négocier donc son contrat de recherche avec les Bahamas, 75% pour lui, 25% pour les autres. Famille d'aventuriers, il reconnaît quand même que chaque saison de recherche lui coûte 200 000 $. Donc il faut déjà investir beaucoup, sans compter bien entendu l'équipage. Et là, on le voit, c'est lui, c'est moi, et un des directeurs donc, de sa société, à bord de son bateau qui s'appelait le Beacon. Et à l'époque, sa société de recherche s'appelait Marine Archaeological Research. Et à l'époque, il était indépendant. Là, on voit à bord... Alors, je dois dire que j'ai eu la très grande chance d'aller suivre les expéditions grâce au Journal du Dimanche, où il y avait un article dans le Journal du Dimanche, on le voyait avec un peu un sourire à la Elvis Presley devant quelques lingots. Et j'ai eu la chance d'avoir les contacts pour trouver le service de presse. Enfin bon. Et à l'époque, les choses, ça paraît même totalement archaïque, on n'avait pas de fax, on n'avait pas de portable, donc j'ai écrit. Et bon, l'idée l'a amusé sans doute d'avoir aussi des papiers dans des journaux français. Et il m'a envoyé donc un billet d'avion pour y aller. Il m'a dit, écoutez, venez voir sur place. Donc, j'y suis allée. Et j'ai eu la chance de pouvoir suivre 2-3 expéditions, 2-3 années de suite. Et je dois dire, c'était effectivement vraiment l'aventure. C'était absolument passionnant et il trouvait. Donc là, on le voit sur ce bateau qu'il a acheté qui s'appelait le Beacon, le phare.
Et là, on voit un des instruments de recherche de ces épaves espagnoles, ce sont ce qu'on appelle les mailboxes, les boîtes à lettres, et c'est une invention de Mel Fisher dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce sont de gigantesques tuyaux à l'arrière des navires de recherche, petits ou gros d'ailleurs, et qui vont se plonger dans l'eau et qui vont souffler, et en soufflant vont dégager sous le sable, vont dégager les objets sous le sable. Voilà, là c'est effectivement des plongeurs avec les détecteurs, bon, ça, c'est pour s'amuser. Et là c'est intéressant parce que vous voyez la taille du plongeur par rapport aux mailboxes avec l'échelle qui permet de descendre. Et à ce moment-là, bah, c'est toujours pareil, bien sûr. Ça va être un coup de chance. Là, ça vous donne une idée, et on revient à ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, tout ça est bien charmant, les tonnes d'or, les lingots, les trucs d'argent, les bijoux extraordinaires, mais enfin, ce que vous récupérez très souvent, c'est tout un tas de cochonneries diverses, avec des morceaux de métal. Si vous tombez sur les canons de l'épave, c'est merveilleux, ça vous permet d'être sûr de la localiser et de l'identifier, mais il faut bien savoir, et c'est ce que disait Humphrey, il le disait toujours, il disait la chasse au trésor, c'est 98% de sueur, c'est 2% de glamour et 2% d'excitation totale. C'est quand même des expéditions où les gens partent en mer pendant 3 semaines, plusieurs fois, et vous pouvez très bien, pendant 3 semaines, juste trouver des trucs sans intérêt. Donc, il faut avoir vraiment des fonds financiers solides et des nerfs, et une détermination sans faille. Voilà. Alors, il a quand même trouvé, au cours de ses expéditions, on va dire entre 85 et 86, 87, où il y avait 2-3 expéditions par an, des disques en or, vous voyez, des bijoux extraordinaires, des chaînes, des choses qui étaient vraiment absolument ravissantes. Ça, c'était avec le chef du laboratoire. Il y avait un laboratoire d'analyse à bord. C'était quand même un très grand bateau, tout à fait assez sophistiqué. Voilà toute une partie donc, des objets en or qui étaient retrouvés au cours de ces campagnes de fouilles. Voilà, ça c'est absolument ravissant. Et il faut savoir aussi que les gens qui embarquaient d'Espagne et qui allaient vers les Nouveaux Mondes, dans l'espoir évidemment de revenir fortune faite, emportaient parfois des dessins des artisans espagnols de l'époque qui faisaient des dessins qu'ils faisaient exécuter avec lors des Nouveaux Mondes en Colombie, au Pérou et tout. Et donc on a aussi, au point de vue histoire de l'art, tout un tas d'objets, toute une sorte de bijoux qui sont exactement un mix de l'art européen et de l'art des Nouveaux Mondes. Voilà, c'est avec des lingots en or. Voilà, ça, c'est du dernier chic que d'écrire Memphis en lingots d'or, ça n'est pas donné à tout le monde. Voilà, ça, c'est dans les objets les plus beaux qui ont été trouvés sur l'As Maravillas. Ce sont donc des croix en émeraude et une broche en émeraude. Et il a trouvé, en 87-88, la plus grosse émeraude jamais trouvée sur une épave qui pesait plus de 100 carats. Bon, c'est un profil qui est intéressant, c'est un profil d'aventurier. Alors, bien entendu, on se dit, mais il va devenir richissime avec ça, pas sûr. Parce que bon, là, il y aura des ventes par Christie's, mais il y a une mise de fonds absolument énorme. Et je dirais que c'est plutôt un mode de vie, qu'une partie quand même de l'argent qui était trouvé, enfin, qui lui revenait avec ses recherches de trésors, il faut se remettre dans l'époque, lui permettait aussi de soutenir le mouvement contre-révolutionnaire des Contras au Nicaragua. Vous savez que ce mouvement était déjà soutenu par la CIA contre le régime sandiniste, et que la première chose qu'Humphrey vous disait dès que vous étiez à bord, il disait, vous savez, je n'appartiens pas à la CIA. Je dois dire, je n'ai jamais creusé, et qu'importe. Mais ça donne aussi des profils d'aventuriers qui ne sont pas uniquement dans les trésors, et vous vous doutez bien que ce genre de personnages, évidemment, ne passent pas leur dimanche à calculer leur point retraite. C'est quand même essentiellement on va dire des profils de joueurs. Pour une raison simple, c'est qu'une fois que vous avez découvert une épave, tous ont le même profil, ils vont rejouer et ils vont se lancer dans une nouvelle recherche d'épave. Donc, il a fondé sa boîte en 83. Dès 87, 88, ça commence à faire de vraies découvertes. Et il y a eu une vente chez Christie's à Londres en 90 et une autre en 92. La croix en or et émeraude que je vous ai montrée avec les 66 pierres,
et la broche ronde sera vendue 240 000 livres. Il y a 30 ans, c'était beaucoup d'argent. Et on va trouver aussi beaucoup d'objets chez des marchands de Floride. Et à ce moment-là aussi, on va commencer un peu comme avec Mel Fisher, à une autre forme de commercialisation des épaves, puisqu'on va avoir des produits dérivés avec des petits musées locaux qui vont vous vendre des fausses pièces en argent, voire des vraies, au bout d'un truc pour porter en collier. Vous allez voir le t-shirt, vous allez voir la casquette, vous allez avoir tout un tas d'objets de produits dérivés. C'est assez amusant. Humphreys, ce qui était intéressant pour moi, était d'ailleurs beaucoup moins médiatisé que Mel Fisher, parce que c'était un personnage qui n'aimait pas tellement la médiatisation. Il n'aimait pas tellement parler aux journalistes. Et il a continué à chercher quelques épaves un temps. Et puis après, bon, il s'est surtout recentré sur les affaires qu'il avait aussi bien dans des hôtels que dans des compagnies aériennes. Mais c'était un profil tout à fait, enfin, j'en parle au passé parce qu'il est mort il y a 2 ans, mais c'était un personnage absolument hors du commun, avec quand même un goût aussi du surnaturel qui était étonnant. Il m'avait expliqué qu'à bord, en fait, il avait vu le fantôme de son père, auquel il était très attaché une fois, et qui lui avait dit, globalement, écoute, c'est très bien, il faut que tu continues dans ces recherches de trésors. Et ça, c'était un côté bon, particulièrement humain, particulièrement amusant. Ont été trouvés, si je vous ai dit que la Sparavilla, c'était la deuxième épave de la planète en matière de galion espagnol, la toute première, c'était le San José. Le San José, c'est une bateau espagnol qui a coulé près des côtes de Colombie en 1708. Et c'était particulièrement ennuyeux pour le roi d'Espagne, qui était en pleine guerre de succession d'Espagne, avec, vous savez que c'est devenu un conflit européen, et c'est donc les Anglais qui ont coulé ce bateau. Donc le San José a explosé sous les canons des Anglais. Le navire donc explose, il y a 11 survivants, et il est estimé, à l'heure actuelle, on disait qu'il est estimé à 14 milliards et demi d'euros. Il y avait quand même 200 tonnes d'or à bord. Et il a fini par être découvert. Alors, c'était le mythe de tous les chasseurs de trésors. Il a été découvert il y a peu de temps, en 2015, donc sur les côtes de Colombie, par une équipe de scientifiques qui était alliée à la marine colombienne, puis un institut d'archéologie. Donc, on a déjà plus tout à fait le même genre de profil que ces chasseurs de trésors des années 80 qui étaient beaucoup plus individualistes, qui avaient leur propre société. C'était des ensembles. Alors, le navire était la propriété de Philippe V, le roi d'Espagne, qui, comme vous le savez, était le petit-fils de Louis XIV, donc, mais qui avait renoncé au trône de France. Et ce trésor donc, devait permettre de financer la guerre de succession d'Espagne. Alors, il a été retrouvé en 2015 par une société qui s'appelle Sea Search Armada, SSA, société américaine qui est spécialisée dans la recherche d'épaves, qu'il a localisé dès 1981. En mars 2011, la justice américaine a accordé la propriété de l'épave à la Colombie. Et le problème, c'est que l'Espagne considère que les restes du bateau lui appartiennent. Donc là, on est dans un conflit juridique tel qu'en 2019, finalement, toute la richesse due au San José sont sous embargo et qu'il va falloir attendre des années et des années pour voir la fin de cette procédure juridique. Alors, le président colombien, qui s'appelle Juan Manuel Santos, avait tweeté, puisqu'on est quand même dans une toute autre époque, dès la découverte de l'épave, ça y est, merveilleux, extraordinaire, on va faire un musée à Carthagène. Attendons de voir, nous n'y sommes pas. La découverte a eu lieu quand même grâce à un robot qui s'appelle Remus et qui est un petit sous-marin de 3,84 grammes. J'en profite quand même pour vous remontrer le type d'objet qu'on trouve un peu sur toutes ces épaves. Donc là, vous avez vu les objets de la Maravilla, ça, la croix en or, c'est absolument extraordinaire. Ça, on trouve ce type d'objets qui sont des espèces d'ornements, souvent d'ailleurs masculins, ce n'est pas spécialement une boucle d'oreille. Vous aurez aussi des médaillons. Alors, ces médaillons ont souvent des armes, souvent des inscriptions qui permettent l'identification exacte des épaves. Et je veux vous montrer, attendez, je vais vous montrer des... Oui. Donc, voilà, ça, c'est le Sainte-Rosée. Alors, voilà ce qu'on a vu pour l'instant. C'est
Là, on a des amphores, on a des choses qui ne sont pas très, très amusantes, des canons qui ont permis quand même l'identification, le reste, bon. Pour ceux d'entre vous que ça intéresserait particulièrement, vous avez bien sûr toute une documentation iconographique dans tous les trucs de la National Geographic, qui, évidemment, des photos extraordinaires. Peu après, alors bon, ça c'est la découverte la plus récente, on va revenir un peu en arrière avec quelque chose qui est plus à taille humaine et qui a été commercialisé, c'est John de Brie, la flotte d'argent. Et lui est un personnage qui est toujours de ce bas monde, qui a un profil tout à fait. John de Brie était français à l'origine et il était le neveu d'une cantatrice française très connue, dont j'ai évidemment oublié le nom, qui a demandé la nationalité américaine. Ça lui a donné des idées. Tout jeune, il part aux États-Unis, il fait la guerre du Vietnam et il prend la nationalité américaine. C'était un... Lui, c'est un profil un peu différent parce qu'il fait lui-même une grande partie des recherches. Il a un côté plus archéologue, disons, que purement aventurier. Le bateau de recherche, le Vierge Luna, est un tout petit bateau, un tout petit truc. Et lui va s'intéresser à des épaves qui sont sur la côte de Floride et qui sont ce qu'on a appelé la flotte d'argent, qui a échoué en 1715. En 1715, c'est la première année de paix pour l'Europe. L'Espagne espère bien récupérer tranquillement son nouvel afflux de richesses. Et malheureusement, le 30 juillet de cette année-là, la flotte est dispersée et il y a plus de 1000 morts. Elle est dispersée le long des côtes de Floride. Là, on revoit les mailboxes. Vous le voyez sur un tout petit navire, comme on l'a vu sur le très gros navire d'Humphreys. Voilà, donc vous voyez par rapport à la taille humaine, bon, relativement petit. Cet homme qui s'appelait Demosthenes Molinar était un des hommes qui a travaillé avec Mel Fisher et qui travaille maintenant pour Debris, parce que bon, tout le monde travaille un peu ensemble. Et voilà, alors des boucles d'oreilles qui ont été trouvées sur ces épaves de flotte d'argent, où il y avait énormément d'or, des monnaies en or énormes. Voilà, vous voyez bon, toujours les boxes et ce genre de découverte. Alors là encore, là c'est quelqu'un qui n'avait pas de fortune au départ et qui, bien sûr, a créé une société de recherche. C'est un peu toujours la même histoire. Debris, c'est intéressant parce que c'est le descendant d'un voyageur du XVIe siècle, du XVIIe siècle, du XVIe d'ailleurs, qui s'appelait Théodore Debris et qui avait exploré aussi un peu la Floride à cette époque-là. Vous voyez ce genre de choses ravissantes, ces bagues avec ces émeraudes de Colombie, les 8 escudos, bien entendu, des divisionnaires, des boucles de ceinture, des choses extraordinaires, tout ça, on trouve ça là. Et alors là, il y a un objet tout à fait étonnant que je vois en plus grand. C'est un poisson. Ce poisson est unique dans son genre. Là, c'est une petite boîte. Voilà. Le poisson a ça d'extraordinaire, c'est que c'est un poisson qui est à la fois cure-dent et cure-oreille et qu'il a donc 2 lames à l'intérieur qu'on peut tirer. Et sur les lames, il y a le nom du propriétaire. Et par le poisson, on a réussi à identifier formellement une des épaves parce qu'on avait des manifestes, on savait ce qui était monté à bord et on savait qui était monté à bord. Et quand on a retrouvé le nom de l'homme qui était mort lors de ce naufrage et qui était parti avec son poisson, entre autres, là, on était sûr que c'était vraiment une des épaves de la flotte d'argent. Voilà, ça, c'est des pièces. Alors, on ici, toujours ces émeraudes, enfin, on trouve toujours à peu près le même genre de choses. Et John Debris, ça, c'est un médaillon avec cette chaîne. Et voyez comme c'est absolument ravissant comme travail de joaillerie, la perfection et le raffinement de ces bijoux du tout début XVIIIe siècle. Et John Debris avait une formule que j'aimais beaucoup. Il disait toujours, oh ben moi je dis à mes investisseurs, n'investissez que ce que vous avez les moyens de perdre. Et ça remet totalement dans cette optique, disons, d'aventure réelle et de jeu. Maintenant, les recherches de trésors sont beaucoup plus purement techniques. Ce sont des aventures techniques, sont beaucoup moins des aventures humaines. Je voulais vous dire quand même un mot d'un autre type d'épave, sont les épaves de la Compagnie des Indes orientales, la VOC. Alors, j'ai noté exactement, c'est la Verenigde Oost-Indische Compagnie, qui est d'Amsterdam. Là, ce n'est pas du tout donc, les mêmes circuits, puisqu'en fait, on va se trouver parfois près de l'équateur, ce n'est pas du tout la même chose, d'autres circuits, d'autres types de marchandises, d'autres types de biens. Et
un des plus connus qui a été récupéré était un navire qui s'appelait le Geldermalsen et qui avait beaucoup de saïsi, qui sont des formes de monnaie en or, beaucoup de lingots d'argent et énormément de personnel, parce que là, de porcelaine, c'était quand même beaucoup des choses comment dire, très commerciaux, purement. Et le Geldermalsen a été trouvé par par un aventurier, mais alors lui, c'était un Anglais, qui s'appelait Michael Hatcher, et qui a découvert, alors vous voyez, donc, chose qui remonte, voilà. Et ça, c'est ce qu'il y avait à bord de la plupart de ces navires de la Compagnie des Indes. Donc, vous avez toute cette porcelaine. Et le Geldermalsen a été renommé le cargo Nankin, Nanking Cargo, parce que toute cette porcelaine arrivait jusqu'à Nankin. Et vous voyez, là, il y avait, je pense, à bord de ce navire, 160 000 pièces de porcelaine, qui étaient quelque part un peu, presque de la vaisselle Ikea pour l'époque. Il revenait avec ce côté exotique, mais surtout ces lingots d'or extraordinaires, énormément de cuivre aussi, de pièces en cuivre, des tonnes de cuivre, des lingots d'argent, vous voyez là. Et c'était, voilà, c'est le genre de choses qu'on trouvait. Voilà. C'est quelque part un peu moins, entre guillemets, glamour que les galions espagnols, mais c'est une réalité. Et ce qui est amusant, c'est que il a fait donc lui aussi une vente publique en 86, donc chez Christie's, qui lui a rapporté 110 millions de francs de l'époque, ce qui était quand même une fort belle somme. Il faut voir les investisseurs, il faut voir, c'est pas juste le chèque, tous les frais incroyables qu'il y a eu avant. Bon, c'est pas comme de gagner au loto. Toute cette porcelaine, ce qui est très amusant, c'est qu'en fait, elle a été dispatchée un peu partout et on en a retrouvé chez Harrods. Harrods en avait acheté énormément, 160 000 pièces. Les gens faisaient la queue chez Harrods à l'époque pour acheter cette porcelaine, qui était quand même incroyable. C'était amusant d'avoir ça sur sa table. Un grand antiquaire donc néerlandais en avait acheté et on avait exposé aussi à la Biennale des antiquaires. Donc, ce sont des objets quand même beaucoup plus accessibles. C'est assez amusant. Voilà. Et là, je vais vous dire quand même quelques mots du Titanic. Alors, le Titanic, c'est quelque chose de très, très particulier. Je dois dire que j'ai une tendresse particulière, si je puis dire, pour cette épave. Je vous donne quelques éléments. Donc, vous savez, le 15 avril 1912, le Titanic, réputé absolument insubmersible et rien ne pouvait arriver, perd un iceberg et coule. Bon. À 3800 mètres de fond dans l'Atlantique. Il y a plus de 1500 personnes qui sont mortes. Et il y a de très nombreuses expéditions qui ont eu lieu. C'était extraordinairement profond et difficile d'accès. Et on va attendre, c'est toujours à peu près la même époque, les années 85, pour qu'une expédition franco-américaine, l'américain s'appelait Robert Ballard, c'est une expédition qui était financée par la marine américaine, mais en collaboration avec notre Ifremer. Il y avait notamment des robots, on a prêté des robots. Donc cette expédition, dans un premier temps, va permettre de ramener quelques objets. Rien finalement d'extraordinaire. Et surtout énormément de photos, énormément de documentation. C'était la toute première, enfin c'est vraiment la première expédition qui arrivait à quelque chose. À ce moment-là, des producteurs américains s'intéressent à la chose. Enfin bon, vous savez qu'il y a eu pas mal de vidéos de choses, mais en 85, une boîte de production s'intéresse et monte un show qui s'appelle Return to the Titanic, qui s'est trouvé être à la Villette, où normalement il y avait l'ouverture officielle des coffres, avec un expert en bijoux de chez Van Cleef & Arpels, quelqu'un pour les billets, ce qui était un peu une vue de l'esprit, c'était juste mon vieux, et quelqu'un pour les pièces. Donc c'est mon père qui avait été contacté à l'époque pour faire ça. Mon père avait avec les médias à peu près les rapports que Tabarly avait avec la presse, c'est-à-dire c'était pas du tout son truc. Et en plus, bon, il n'avait pas du tout l'intention d'aller au milieu de la nuit pour que ça puisse, à cause du décalage horaire, être vu au milieu d'après-midi aux États-Unis. Donc, il me dit, bah, écoute, si tu veux, vas-y. Donc, je vais voir le producteur. J'ai fait ma toute récente carte de la CNE que je montre à ce monsieur toute fière. Il la regarde comme s'il avait vu une carte d'achat de Monoprix au Carrefour. Ça lui a fait, autrement dit, aucune impression. Il me dit, mais vous êtes expert, vous? Je dis, bah oui, regardez. Bon, ça lui fait ni chaud ni froid. Il me regarde, que l'époque a bien changé.
On était en 85, il me dit, bon, bah, écoutez, mettez une robe décolletée et ça ira. Inutile de dire que maintenant, il ne pourrait plus rien dire. Il aurait tout de suite mis tout, une corde d'avocat. Bref. En attendant, c'est ce que j'ai fait. Et ça a été vraiment un grand coup de chance parce qu'on a ouvert donc ce qu'on nous a présenté. Il y avait quoi, 3 bijoux misérables, 4 monnaies, vraiment pas extraordinaires. Enfin, c'était vraiment un show. Et après, d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a eu des critiques. On a dit que ça avait été surmédiatisé, mais enfin, c'est ça. Et c'était très bien parce que ça m'a permis après d'avoir des contacts avec les chasseurs de trésors américains, puisque je pouvais dire, ah bah vous savez, j'étais dans le show du Titanic, c'était bon, une voie d'accès, vraiment c'est un grand coup de chance. Pour en revenir purement au Titanic, donc d'autres expéditions ont lieu jusqu'en 2005. Des milliers d'objets utilitaires ont été remontés, et se trouvent maintenant dans des musées, mais surtout des milliers de photos. En 89, la Fondation EDF en France a fait une exposition au musée de la Marine avec des objets du Titanic, mais je vous redis, c'était des objets utilitaires. Ce n'est pas du tout la même chose qu'un galion espagnol ou qu'un navire de la Compagnie des Indes. Qu'est-ce qui était à bord? C'était en fait les possessions personnelles des gens qui souvent avaient trouvé la mort dans ce désastre. Et il y a eu évidemment, il y avait un côté qui était quand même assez difficile, puisqu'en fait, ces personnes avaient des héritiers. Mener des expéditions pouvait prendre d'ailleurs dans cette optique presque un aspect de violation de sépulture, de manque de respect aux gens. Et notamment, on n'a pas beaucoup trouvé de traces de corps parce que tout a été dissous, c'était vraiment extrêmement profond. Et la richesse vraiment du Titanic, ça a été tout ce matériel photographique absolument incroyable, avec des photos merveilleuses et quelques objets qui n'ont pas grande valeur, mais qui sont bien sûr tout à fait émouvants. Bon, là, bien sûr, vous avez le film de James Cameron en 97, qui d'ailleurs a participé à des expéditions donc, de photos. Voilà notre navire. Voilà le genre de choses, vous voyez, c'est un morceau de rampe d'escalier. Voilà, des objets pratiquement utilitaires, des objets de toilette, là. Et il y a quand même une chose qui est assez étonnante avec ce navire, peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler, mais il y avait en 1898, donc 20 ans, 12 ans, donc 14 ans, 14 ans avant donc, le désastre du Titanic, il y avait un auteur américain qui s'appelait Morgan Robertson, que personne ne connaît, qui a une gloire très particulière et qui avait écrit une nouvelle, un court roman, sur un navire qui s'appelait le Titan, qui était la parfaite description du Titanic, qui sera construite des années après, avec exactement le même nombre de hublots, le même nombre de passagers. Et le problème majeur, c'est-à-dire passer de canaux en cas de désastre, parce qu'en fait, une partie des gens étaient noyés parce qu'ils ne pouvaient pas partir. Et ce bateau, en fait, rencontrait un iceberg et coulait exactement dans les mêmes circonstances que le Titanic. Et bien entendu, à partir de 1912, donc, ce roman qui avait échappé à tout le monde et qui n'avait pas un intérêt extraordinaire, donc a remonté à la surface et a retrouvé un certain succès. La justice américaine a autorisé tout récemment la récupération du télégraphe du Titanic, à partir duquel on avait envoyé les messages de détresse, et l'épave pourrait être découpée. Voilà, donc l'histoire du Titanic, c'est une histoire quand même extrêmement particulière. Pour conclure un peu sur ces trésors, il faut savoir qu'évidemment, il y a des milliers et des milliers d'épaves. Maintenant, on est de plus en plus, il faut être sûr avant de se lancer là-dedans, que l'épave, ça vaille le coup de se lancer. Et bien entendu, au point de vue juridique, maintenant, tout est quand même de plus en plus compliqué. Donc, je vois que là, je suis presque dépassée. Je ne sais pas si certains d'entre vous donc, ont des questions. Et je serai ravie si je peux y répondre. Je rappelle que pour poser les questions, vous pouvez vous servir du volet de droite en tapant la question que vous souhaitez, si vous le souhaitez. Alors, il y a une question. Depuis le Titanic, y a-t-il eu de grosses découvertes de trésors? Merci, c'était passionnant. Ça fait plaisir. Si, je suis contente que ça vous ait intéressé. Écoutez, ce que je vous ai dit, c'est le San José qui date donc de 2015, qui, à ma connaissance, est la découverte la plus importante. Mais pour l'instant, bon, il y a un véritable embargo.
Et à mon avis, il y en a pour de longues années avant qu'on puisse y avoir un musée qui soit à Carthagène ou ailleurs et qu'on puisse voir vraiment les objets. Une autre question. Merci beaucoup Sabine pour ce fabuleux voyage sous-marin historique. Bon, c'est pas une question, mais C'est gentil, c'est bien de l'entendre. c'est sympa. Alors, j'aurais peut-être, s'il n'y a pas beaucoup de questions, j'aurais peut-être un dernier conseil à vous donner. On est parfois sollicité par des gens qui veulent se lancer dans la chasse au trésor. Il y a quand même, que ce soit trésor de terre ou épave, il y a quand même 2-3 questions à poser. La première chose, c'est qu'est-ce que vous avez déjà trouvé? Déjà, à mon avis, ça vous élimine 95% des gens. Et après, qui vous fait les recherches historiques? Ah, une nouvelle question. Sait-on combien de galons reste-t-il à trouver? C'est une bonne question, je serais incapable de vous répondre, je ne sais pas du tout. On considère que 10% sont passés par le fond, beaucoup d'entre eux aussi. Non, peut-être pas, par exemple, la Santa Maria de Christophe Colomb n'avait intérêt, plusieurs chasseurs de trésors l'ont trouvé, mais enfin, on l'ont cherché plutôt, il n'y avait pas vraiment de richesse, c'était vraiment des richesses purement historiques. C'est assez difficile, enfin, il faudrait vraiment un historien très spécialisé qui veut dire combien de galions, on considère 10%. Enfin, il y a encore pas mal de travail à faire quand même. Merci Sabine. Voilà une nouvelle question. Pouvez-vous nous parler des marques sur les lingots? Alors, les marques sur les lingots, c'était soit des essayeurs, comme sur les monnaies, en fait, certains mettaient même des initiales un peu. Normalement, c'était cette fameuse Casa de la Contratación, qui était l'administration en chef, qui mettait ces poinçons. Il y avait aussi la contrebande, qui mettait certaines autres choses. Donc, il y a des répertoires, vous avez des ouvrages, en fait, souvent des ouvrages d'ailleurs numismatiques, des ouvrages espagnols qui vous donnent des listes, comme un peu les poinçons sur l'argenterie. Voilà, y a-t-il d'autres questions? Pas pour le moment, j'ai l'impression. Eh bien, écoutez, nous avons Est-ce nous débrouiller qu'on... par cette visio qui était une grande première, donc c'était je vous Oui. remercie de votre attention et merci vraiment Ben, Astrid et à toute l'équipe technique parce que sinon je ne sais pas comment on a... ben, merci beaucoup Sabine parce que vous avez été la pionnière pour cette conférence en visio. Je pense qu'on ne savait pas trop où on s'engageait, mais en tout cas, on vous remercie à tous énormément d'être restés engagés, enfin, de vous être impliqués dans cette conférence, de vous être inscrits et d'avoir gardé courage pour tous participer. Donc en tout cas, là, Sabine, j'ai eu beaucoup de remerciements dans le volet de droite. Ah, Je bah, lis c'est pas mal de gentil, choses, c'est ça. des remerciements, c'était passionnant. Ah Merci bah, c'est beaucoup. très gentil à vous. Merci. Bon, ben, on vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et puis on espère vous revoir pour une prochaine Voilà. conférence Zoom. La prochaine sera en février. Peut-être qu'elle se déroulera à la mairie du 9e. On verra. On a peu de visibilité. Très bien. Voilà. Bonsoir et merci à vous tous. Merci beaucoup, Sabine. Au revoir. Au revoir à tous.